bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de voir une salle bien pleine comme ça. Ce que je vous propose pour ce talk, ça va être donc d'échanger d'abord sur quels sont les nouveaux enjeux de la sécurité informatique quand on parle de cloud. Ensuite, on va parler un peu des responsabilités qui incombent soit côté cloud provider, soit utilisateur. Parce que oui, dès qu'on est utilisateur du cloud, en fait, on a des responsabilités. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux cas d'attaque réels qui ont eu vraiment lieu et détailler un peu qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui a manqué pour que cette attaque n'ait pas lieu, voire juste mitigée en tout cas. Donc moi c'est Eric Briand, je m'intéresse pas mal au cloud, du coup je suis un boy scout, j'ai pas mal de badges, et actuellement donc, je suis directeur technique à Zenica Nantes. J'ai le statut de Google Developer Expert Cloud, donc ça je suis très content. Et aussi je co-organise le meetup CNCF, donc, pour parler un peu de tout ce qui est cloud native à Nantes. Donc ma société Zenica, on est une ESN à peu près de 500 personnes. On a une agence à Nantes où on est à peu près entre 45-50. Et l'idée c'est soit de faire de la réalisation chez les clients, soit faire du consulting, soit faire de la formation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on a du temps pour creuser des sujets, pour progresser et pour faire des trucs cool. Donc déjà, pourquoi on parle du cloud? Pourquoi c'est une vraie problématique? Tout simplement parce que le cloud, c'est cool. On a besoin d'une nouvelle VM, en un clic, on appelle d'API, on a notre VM. On n'a pas besoin d'attendre 6 mois. On a un nouveau langage, on ne sait pas du tout comment il faut le déployer, il y a peut-être un service qui va nous permettre de l'héberger directement. On veut faire juste un site statique, peut-être qu'il y a un service, même gratuitement, qui va héberger notre site statique. C'est super, ça marche. Donc on peut se dire, en gros, vu que tout est géré pour moi, est-ce que j'ai vraiment besoin de me prendre la tête? Oui. Quel que soit le niveau du service le plus managé possible, où vous faites vous-même les choses, il y aura forcément des responsabilités qui vont venir de votre côté. Il y aura aussi des responsabilités côté cloud provider. Donc on va voir un peu quelles responsabilités. Et surtout, en fait, il vaut mieux se poser ce genre de questions avant de commencer à avoir un projet qui est vraiment critique, soit en termes de données sensibles, soit en termes de business. Donc c'est vraiment des choses à se poser des questions tout de suite quand on va sur le cloud. Donc déjà, un petit rappel sur la sécurité informatique. Donc là, je parle vraiment de la sécurité informatique, quel qu'il soit. Ça se repose sur 3 piliers. Le premier, ça va être la disponibilité. Est-ce que mon système est disponible? Les données sont disponibles? Est-ce que je suis capable de résister à potentiellement des attaques? Alors on peut se dire, c'est pas trop grave, voilà, j'ai un site qui vend des chaussures, je peux pas vendre des chaussures pendant 5 minutes, c'est pas grave. Si vous êtes l'entreprise qui est en train de gérer l'électricité d'un quart d'un pays, on doit être capable d'être disponible. Donc c'est vraiment un problème de sécurité. Par contre, si vous faites une maintenance, c'est pas un problème. L'intégrité, les données doivent être correctes, et si par malheur il y a une altération des données, on doit être capable de revenir à l'état d'avant. Donc c'est l'exemple typique, c'est notre compte en banque. Généralement, on n'aime pas trop que notre compte en banque soit imputé alors qu'on n'a pas dépensé de l'argent. Et le troisième pilier, ça va être vraiment la confidentialité. Encore une fois, notre compte en banque, on n'a pas envie que n'importe qui puisse voir les données dedans. Là, l'idée, c'est la confidentialité, c'est que les données, le système soit accessible seulement des personnes habilitées. Dans le cloud, en fait, on va rajouter quelques problématiques. La première, ça va être, on ne peut plus sécuriser un IC comme on faisait avant. Généralement, je pense que vous l'avez tous vu, c'est j'ai un énorme firewall qui sécurise tous les accès réseau entrants et sortants, et puis à l'intérieur, on ne fait pas de chiffrement, on ne fait pas d'authentification, tout a accès un peu tout et n'importe quoi. Dans le cloud, ça va être vachement compliqué de rester là-dessus. Déjà parce que les flux vont être beaucoup plus dynamiques. Potentiellement avec des conteneurs qui vont se créer, qui vont s'arrêter, des connexions avec des partenaires extérieurs. On ne va pas pouvoir avoir ce modèle, donc on dit de la forteresse, donc d'avoir un périmètre et à l'intérieur on ne sécurise pas. Et donc là, il va falloir vraiment sécuriser à tous les niveaux. Donc généralement, on peut même aller jusqu'au zéro trust. L'idée, c'est quelle que soit la communication, elle est chiffrée et elle est authentifiée. Et donc, en termes de métaphore, en fait, l'idée, c'est qu'on veut passer de la forteresse à l'aéroport. L'aéroport, voilà, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui repartent, mais tout est sécurisé. Autre problématique, c'est que maintenant, on n'a plus d'isolation physique. Chez un cloud provider, il ne va pas construire un data center pour chaque client.
Donc on est sur des machines mutualisées. Potentiellement, il y a un concurrent qui est sur la même machine que nous, mais on ne doit pas voir l'autre à côté. Et donc le problème aussi, c'est que tout ça, c'est software. On ne peut pas avoir des fils réseau par client d'un data center, on ne peut pas avoir des salles différentes, etc. Et donc là, toute la problématique, c'est vraiment que cette isolation soit maintenue à tout moment. Typiquement, il y a eu une faille de sécurité côté Google Photos il y a 2 ans. Si on essayait de récupérer ces photos du service, on récupérait les photos de quelqu'un d'autre. Là, l'isolation n'était pas maintenue, il y a eu un bug, et donc derrière, il y a eu besoin de régler le problème. Le fait que la société se numérise aussi encourage finalement à pas mal d'acteurs à devenir beaucoup plus agressifs, d'attaquer beaucoup plus souvent, parce que les intérêts sont de plus en plus intéressants. Et donc, malheureusement, en fait, les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Autant on profite de systèmes de plus en plus puissants quand on fait nos développements, par exemple, les attaquants ils profitent des mêmes évolutions. En plus, vu qu'on met beaucoup de choses sur Internet, même des choses de toute notre vie, le moindre problème va faire une fuite de données qui peut être vraiment catastrophique. Donc ça va vraiment demander une veille en continu sur ce nouveau type d'attaque. Je voulais aussi citer quelques chiffres. Donc ça, c'est un rapport de l'ISC2. L'ISC2, c'est une association à but non lucratif, une organisation à but non lucratif américaine. Et l'idée, c'est de promouvoir la sécurité, pas que du cloud, typiquement. Et donc là, ils ont fait un sondage auprès des entreprises, et on voit que 96% des entreprises sont vraiment concernées, donc vraiment pensent que la sécurité dans le cloud, c'est quelque chose d'important. Donc là, on voit qu'en gros, tout le monde pense qu'il faut vraiment se poser la question. Par contre, on voit que 72% de ces entreprises sont relativement confiantes. En gros, je vais aller sur le cloud, pas de souci, voilà, il ne va pas avoir de problème. Mais ce qui est surprenant, en fait, c'est qu'il y a un autre chiffre derrière, c'est en fait, il y a 81% des entreprises qui disent nos outillages actuels, en fait, ils ne vont pas marcher sur le cloud. Donc on voit qu'il y a vraiment une inadéquation entre je vais y aller sur le cloud, il n'y a pas de problème, mais en fait, je ne sais pas comment y aller parce que mon outillage, il ne marche pas. En fonction du type de service qu'on va utiliser, on n'aura pas forcément les mêmes responsabilités côté client ou côté provider. Donc un petit rappel, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément ces types de services, je les ai découpés en 3, on pourrait subdiviser après certains, mais on va dire qu'il y a 3 grandes familles. L'infra as code, donc infrastructure as a service, pardon, pas infra as code, infrastructure as a service. Là, l'idée, c'est on va mettre nos VM, etc., on va gérer nos machines, etc. Plateforme as a service, donc là par exemple du App Engine, du Heroku, du Clever Cloud, on ne va pas gérer l'infrastructure, on va plutôt gérer notre code et on va l'envoyer sur la plateforme. Et Software as a Service, voilà, typiquement c'est juste on utilise un logiciel mais qui est directement accessible depuis notre navigateur. Donc là typiquement c'est des slides Google Slides, Google Slides c'est un Software as a Service. Et donc en fonction de ces services, en fait, on n'aura pas forcément la même distribution de responsabilités. Plus un service sera managé, plus le provider aura des responsabilités. Mais ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que même sur du software as a service, il y a quand même des responsabilités côté client. Et ça, potentiellement, il y a des fois, on oublie ça, et ça peut derrière créer des gros problèmes. Donc les responsabilités côté provider, qui sont à peu près tout le temps les mêmes, la première, ça va être la sécurité physique des data centers. L'idée, c'est que si on met toute notre SI chez AWS, par exemple, l'idée, c'est qu'il n'y a pas des gens qui puissent facilement accéder à ces machines physiquement. On accède à une machine physiquement, en gros, elle est perdue, il y aura forcément une altération. Et donc ça va passer par quoi? Ça va passer, par exemple, typiquement par la construction de murs, de grillages, des barbelés, des contrôles de sécurité, des barrières à l'entrée, etc., etc. Une autre chose aussi qu'on n'a pas forcément conscience, c'est qu'on ne connaît pas les adresses exactes des data centers. Typiquement, quand on déploie dans la région de Francfort, on ne pourra pas dire c'est exactement ici. En l'occurrence, ça peut arriver. AWS, il y a eu un Wikileaks qui a donné l'adresse physique d'une trentaine de data centers. Voilà, en l'occurrence, on a ces adresses-là, mais à la base, on ne devait pas les avoir. Et forcément, il y a un contre-exemple. On est français, on aime bien les exceptions. Scaleway, par exemple, a ouvert un data center pendant la journée du patrimoine. Du coup, c'est exactement l'inverse que ce que je dis ici. De data center, après, par contre, n'importe qui ne peut pas rentrer dans un data center.
J'avais discuté il y a quelques années avec des gens qui développaient, qui construisaient la plateforme AWS. Ils m'ont expliqué qu'en fait, même s'ils construisent les services d'AWS, ils n'ont pas accès physiquement au data center. Et ils m'ont dit, sûrement jamais. Donc ça, c'est intéressant de voir que vraiment, il y a très peu de personnes qui vont être capables de rentrer physiquement dans les data centers. Et je ne sais pas si vous avez suivi récemment le problème de Facebook, là, avec leur route BGP un peu pourrie. Ils ont un problème, c'est que typiquement, il n'y avait plus possibilité d'y accéder de l'extérieur, donc il a fallu que des gens rentrent dans les data centers, ils n'étaient pas habilités, enfin ça a créé un petit problème de sécurité. Autre chose, ça va être la gestion de la maintenance en conditions opérationnelles. Donc ça veut dire, c'est s'assurer que ça continue de fonctionner. C'est pas vous qui allez dire, ah bah tiens, il y a un routeur qui marche plus, c'est vraiment le cloud provider qui doit gérer ça. La surveillance des activités suspectes, l'idée c'est une porte est ouverte, un flux réseau qui n'est pas expliqué, on ne peut pas juste l'ignorer. Là, il faut vraiment que le cloud provider investigue, fasse un retour, un post-mortem, comprenne ce qui s'est passé et apporte une correction au problème. Et encore une fois, l'isolation forte, c'est vraiment le cloud provider qui doit la garantir. Donc c'est vraiment sa responsabilité. Souvent, j'entends que le cloud, c'est un petit peu le Far West, les cloud providers font ce qu'ils veulent, on n'est pas sûr de nos données, etc. Mais en fait, il y a énormément de normes qu'un cloud provider respecte. Donc déjà, juste pourquoi il les respecte, tout simplement, c'est un argument commercial. Vous allez sur le cloud provider que vous utilisez, il y aura forcément une page avec tous les badges, toutes les normes qui respectent. Donc ISO 27001, 1718, 27001, ça va être vraiment la sécurité informatique, 17, ça va être plus la sécurité du cloud, et 18, ça va être plus la gestion des données personnelles. PCI DSS, ça c'est une norme qui existe depuis un petit moment, c'est plein de normes pour dire comment gérer des données bancaires correctement pour pas avoir des leaks. Tout ce qui est SOC, ça va être plus tous les rapports d'audit, etc. CSA Star, donc ça va être encore des checklists pour vous montrer patte blanche. On va avoir aussi tout ce qui est gestion de données de santé, et voire même, typiquement, moi je ne connaissais pas avant de préparer cette présentation, ICREA, qui est une entreprise d'origine mexicaine. Maintenant, il y a plusieurs acteurs dedans. Et en fait, l'idée, c'est de partager des bonnes pratiques pour créer des data centers. Donc c'est vachement intéressant de voir que finalement, énormément de choses sont normées. Et en plus des normes, on va avoir des réglementations. Donc là, carrément, des obligations légales que les cloud providers doivent respecter. Donc en fonction de chaque pays, bien sûr, la réglementation sera différente. La RGPD, là, en l'occurrence, c'est européen. Mais typiquement, aux États-Unis, un cloud provider n'est pas forcément obligé de respecter la RGPD. En France aussi, on a donc tout ce qui est réglementation pour les données de santé, le HDS. Et on a aussi une norme qui s'appelle le SecNum Cloud, donc qui est énoncée par l'ANSI. Encore une fois, tout un ensemble de vérifications, de choses à respecter pour avoir ce label-là. Et typiquement, OVH vient d'avoir cette certification. Donc ça, c'est vraiment côté provider. Mais côté utilisateur, comme je vous ai dit, il y a forcément des choses à mettre en place. Donc on va pouvoir catégoriser trois types d'actions. Le premier, ça va être preventative controls. Donc ça va être vraiment prévenir qu'un problème arrive. Si un problème arrive, il faut être capable de le détecter. Et forcément, s'il y a un problème, il faut être capable de le corriger. Donc là, forcément, il y aura ces trois catégories. Donc comment prévenir? Déjà, première chose, c'est gérer ses identifiants. Ça, c'est tout bête. J'utilise Google Slide, j'utilise mon login et mon mot de passe Zenica. Si je vous le donne, ça ne va pas être cool. Donc ça, il faut faire attention. Et même si ce n'est pas forcément des credentials d'utilisateurs. Je pense que vous avez tous vu ce genre de choses ou vécu. Si vous mettez des clés d'accès sur un repo GitHub en public, dans les minutes qui suivent, généralement, un bot va se servir de ces credentials et va commencer à faire des choses sur votre organisation cloud. Donc ça, vraiment, c'est la responsabilité des utilisateurs et ça ne sera jamais la responsabilité des providers de stocker correctement ces informations-là. Après, quand on commence à avoir des services moins managés, il va falloir gérer les droits utilisateurs. Ce n'est pas forcément des choses qu'on réfléchissait avant quand on était dans un data center physique, mais dans le cloud, il faut absolument se poser ce genre de questions. Si on est vraiment une entreprise de plus grande importance, il faut commencer à parler de politique de sécurité, ce qu'on appelle PSSI en France. Là, l'idée, c'est commencer vraiment à lister les risques, les postures, les réponses en cas d'incident. Il va falloir commencer vraiment à se poser des questions.
Côté utilisateur aussi, hein, vraiment du chiffrement. Si on n'a pas confiance, par exemple, on utilise AWS, GCP ou ce qu'on voulait, mais vous dites, ouais, mais il va accéder à mes données, etc., bah, vous pouvez chiffrer vos données. Et ça, on peut vraiment le faire indépendamment du cloud provider. Et le truc où là, forcément, il n'y a pas vraiment le choix, hein, c'est vraiment de se former. On utilise des nouveaux outils, des nouvelles plateformes, il n'y a pas de miracle, à un moment ou à un autre, il faut apprendre. Et donc ça, c'est vraiment, encore une fois, côté utilisateur. Il y a des cloud providers qui vous proposent dans des formations aussi, mais c'est vraiment une démarche à avoir côté utilisateur. Côté détection, il n'y a pas vraiment de miracle. Il va falloir auditer, il va falloir avoir des traces. S'il y a un incident dans votre organisation, il faut être capable de comprendre ce qui s'est passé. Autre chose qui est souvent sous-estimée, ça va être l'implication du management. Si vous, par exemple, vous êtes un dev et vous voyez qu'il y a un problème, si vous le remontez à votre manager qui ne comprend pas ce que vous dites, bah, ça va être très compliqué de vraiment qu'il y ait une action derrière. Donc ça, c'est encore une fois, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à entendre, mais le management doit aussi être sensibilisé à toutes ces problématiques et être vraiment capable de réagir en fonction du problème. C'est pas parce que vous avez un site, une application qui tourne depuis des années en production qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y aura jamais. Bon, je ne referai pas la présentation que j'avais eue une fois, hein, mais EDF typiquement parlait de leur espace client, où il y avait eu des leaks de données, et en fait ils se sont aperçus qu'ils utilisaient une librairie qui, entre-temps, il y a eu des CVE qui ont été trouvés, et donc du coup, maintenant c'est ouvert aux 4 vents. Et donc ça, il n'y a pas de miracle, il va falloir scanner en permanence. Et donc typiquement, juste regarder au moment du build, ça ne suffit pas. Quand on est en production, il faut être capable de comprendre qu'on utilise quelque chose qui maintenant n'est plus sécurisé. Et aussi les audits indépendants, hein, c'est vraiment intéressant d'avoir, je sais pas, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, enfin voilà, en fonction de la criticité de notre métier, des audits indépendants. Avoir des gens qui vont venir et qui vont regarder typiquement soit depuis l'intérieur, soit depuis l'extérieur de votre entreprise. Ils vont vérifier est-ce que oui ou non, il n'y a pas des portes ouvertes sur votre SI. Donc ça, hein, typiquement, ce n'est pas forcément spécifique au cloud, hein, mais à bout d'un moment, il va falloir y passer. Et donc, au niveau correction, déjà quelque chose qui est assez nouveau, hein, pareil qu'on était sur plus des infrastructures dans les data centers d'une entreprise, quand on est sur un cloud provider, il va falloir communiquer. Un leak de données d'utilisateurs, quel niveau, même si c'est juste le login mot de passe, il faut absolument communiquer. Je vais illustrer juste après avec des cas réels d'attaque. On va voir que ça, c'est vraiment important, même si on n'a pas envie au début, parce que notre réputation va en pâtir, etc. Mais il faut le faire. Si les utilisateurs viennent à leaker, il faut absolument révoquer les accès. Dire « Ah bah tiens, j'ai enlevé de l'historique Git la clé, maintenant on ne peut plus la récupérer », sauf qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a récupérée, c'est trop tard. Il faut absolument invalider l'accès. Et ça, pareil, c'est peut-être des fois au détriment d'une application qui ne va plus fonctionner. Encore une fois, il faut mesurer le risque, mais généralement, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des créneaux de choses dans la nature. Et quand il y a un problème, va falloir itérer, s'améliorer en continu. Ce n'est pas parce qu'on a édicté des règles de sécurité au début qu'elles ne doivent plus bouger. Elles doivent absolument bouger en fonction des incidents qui arrivent. Alors, c'est pas non plus... on n'est pas tout seul, en fait, hein, quand on doit vraiment se poser ce genre de questions. Un exemple, donc là, c'est la Cloud Security Alliance, CSA, hein, bon, pour nous, ça veut dire autre chose, mais voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, va éditer, en fait, ce qu'ils appellent une Cloud Control Matrix, qu'ils ont mis avec un autre questionnaire. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors c'est pas un truc super sexy, hein, mais c'est un énorme spreadsheet avec des centaines de points vérifiés. Vraiment, là en gros, on a vraiment une checklist pour dire est-ce que vraiment je me suis posé toutes ces questions. Alors c'est pas forcément accessible facilement. Typiquement, voilà, des gens qui vont vraiment auditer la sécurité vont utiliser ce genre d'outils, mais vous pouvez vous-même récupérer ces checks et vraiment tester, vous poser des questions qui sont dans cette liste. Donc c'est un peu rébarbatif, hein, c'est pas forcément très rigolo à faire, mais au moins on a un peu une guideline. Ce que la Cloud Security Alliance aussi propose, c'est des sortes de livres blancs en fait, hein, donc c'est des documents, des PDF, où dedans en fait ils vont vraiment parler un peu de cas réels. Donc là, à la suite de la présentation, je me suis inspiré de ces documents, mais ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est que vous allez avoir vraiment toutes les informations sur des cas d'attaque réels, qu'est-ce qui a manqué,
qu'est-ce qui aurait dû être fait, les conséquences. Donc c'est pas forcément le plus accessible du monde, encore une fois, hein, parce qu'il y a quand même des fois des points assez techniques. Mais c'est intéressant vraiment de voir ces retours d'expérience pour vraiment apprendre de ces cas-là, pour éviter derrière de tomber dans les mêmes écueils. Donc avant vraiment de parler de cas réels, dans ma présentation, je ne vais pas parler de développer de manière sécurisée, c'est un sujet à part entière. Vous vous doutez bien hein, que si vous développez des applications qui ont des problèmes de sécurité, bah, vous aurez beau sécuriser ce que vous voulez, à un moment ou à un autre, ça va poser problème. Donc si vous voulez déjà un premier pointeur pour développer de manière plus sécurisée, l'OWASP, hein, qui est une fondation aussi, il publie, bon, je pense que vous connaissez pas mal, c'est le top 10 des failles de sécurité. Et donc il vous explique un peu, en gros, quelles sont les attaques les plus fréquentes, quelles sont les failles les plus fréquentes, et comment s'en prémunir. Et donc déjà, si vous respectez ce top 10, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment progresser dans le développement. En plus, le WASP fait pas mal de choses, propose des outils pour analyser les dépendances, etc. Enfin voilà, c'est une fondation qui est vraiment intéressante pour développer de manière plus sécurisée. Mais voilà, c'est un premier point d'accès hein, si vous voulez vraiment développer de manière sécurisée. Donc, maintenant des cas réels qui sont passés. Donc je vais prendre l'exemple de John. John travaille dans une entreprise hein, depuis quelques années. C'est une entreprise bienveillante, il n'y a pas de problème. C'est un développeur front, voilà, il développe sans problème, il n'a pas obligé de demander continuellement des accès, il a tout ce qu'il faut pour travailler, tout se passe bien. Et du coup, un jour, il reçoit un email comme quoi son compte utilisateur sur l'organisation a des activités suspectes. Ah bon? Donc du coup, il va regarder un petit peu, et puis il voit en fait que son utilisateur a récupéré des données de la base de données de prod. Donc là, il est un peu surpris parce que, en gros, il ne savait même pas qu'il avait accès à la prod. Donc il va voir son manager, il lui dit, du coup, j'ai reçu ça comme email, qu'est-ce que je fais? Le manager, il ne comprend pas, il fait, mais pourquoi tu avais besoin des données de prod? Non, j'ai pas besoin. Bon, je sais pas ce qu'on doit faire. Donc typiquement, voilà, il est dans une impasse. C'est l'histoire un peu romancée hein, de LinkedIn en 2012. Alors en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Un hacker russe a récupéré les credentials d'un employé de LinkedIn, un seul. Et grâce à ça, en fait, le hacker a pu récupérer l'intégralité des données des comptes utilisateurs. Pas quelques-uns, c'est l'intégralité. Donc en 2012, c'était quand même 164 millions de comptes qui ont leaké. Enfin, c'est juste énorme. Alors, il y en a eu d'autres, hein, mais celle-là est vraiment intéressante parce que derrière, en fait, cette base d'utilisateurs, ça a servi après, derrière, à attaquer d'autres services. Je pense qu'on le sait tous, hein, et je pense qu'ici, il y en a qui le font. Hein. Moi, je l'ai fait aussi pendant un moment. On a tous le même login et même mot de passe, quel que soit le service. C'est pas bien, ça demande un peu de rigueur. Mais si on sait ça, du coup, grâce à ces 164 millions de comptes, le hacker a pu accéder à d'autres services. Donc, autant vous dire que c'était une belle catastrophe. Il y a eu des procès, typiquement parce que le LinkedIn a des comptes premium payants, et donc leurs données ont été exposées, donc ils ont fait une class action contre LinkedIn. Il y a eu des amendes par rapport aux réglementations sur la protection des données personnelles. Mais par contre, je pense que là, dans la salle, si je pose la question, je ne vais pas le faire, je pense que vous avez quasiment tous un compte LinkedIn. Donc ils ont eu du bol, ça ne leur a pas posé de problème. Mais par contre, eux, ils ont eu du bol, donc ils ont révoqué les mots de passe, etc. On a dû tous changer nos mots de passe. Par contre, cette base de données d'utilisateurs est toujours utilisée pour essayer d'accéder à un service. C'est vraiment ce qu'on appelle comme une rainbow table. En gros, ils ont une base d'utilisateurs tellement énorme qu'ils vont essayer systématiquement de se loguer à n'importe quel service. Alors là, je fais une petite aparté. Hein. Si vous ne connaissez pas ce site-là, éventuellement, vous pouvez y aller. Je donnerai les slides forcément après. Donc, I have been pwned. L'idée, c'est vous rentrez votre email ou votre numéro de téléphone, et après, derrière, vous voyez votre email. Donc là, en l'occurrence, j'avais mis mon email perso, et là, je voyais effectivement qu'il faisait partie des 164 millions d'utilisateurs qui ont été récupérés par le hacker russe. Donc voilà, si vous ne connaissez pas comme site, ça peut être intéressant d'aller voir. Et au début, je n'avais pas vraiment confiance, parce que je ne savais pas qui c'était. Bon, au final, c'est un site sécure, vous mettez juste votre email, et vous verrez à quel point votre email il a leaké. Alors, qu'est-ce qui a manqué, en fait? La première chose, c'est vraiment la gestion correcte des identifiants.
on ne devrait pas avoir un utilisateur lambda comme ça qui a accès à tout dans une organisation cloud. Donc c'est un concept qu'on appelle l'IAM. C'est pas encore une fois le truc le plus marrant quand on fait du cloud. L'IAM, c'est vraiment l'Identity Access Management. Et l'idée, c'est qui peut faire quoi, sur quoi. Encore une fois, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude à faire dans un data center on-premise. Bah là, maintenant, il faut se poser ce genre de questions. Alors, les bonnes pratiques par rapport à ça, première chose, c'est le list privilège. L'idée, c'est votre compte utilisateur ou votre service account, donc si c'est une machine, mais il faut avoir des droits restreints, seulement ce dont on a besoin. Et typiquement, ça mitige pas mal si le credential vient à leaker. Autre chose, quand on est un utilisateur, avoir le multifactor authent. C'est quoi le multifactor authent? C'est recevoir un SMS ou avoir une application sur son téléphone, une clé physique pour prouver, en plus du login et mot de passe, que c'est bien nous derrière. Et si vraiment on veut être vraiment sécure, on peut même mettre du CAPTCHA. Alors pareil, c'est pas très marrant le CAPTCHA, mais ça permet d'éviter les attaques de masse. Autre chose qui a manqué, je ne l'ai pas précisé, même si une base de données vient à leaker sur Internet, bah si on applique un pattern qui s'appelle donc le hachage avec un salt, bah ça rend difficilement exploitable la base de données. Ce qui s'est passé pour le cas de LinkedIn, c'est qu'ils avaient juste haché les données, sans salt, donc c'est du SHA-1, et donc très facilement, ils ont pu détecter qu'il y a certains mots de passe étaient les mêmes, donc forcément, ils ont très rapidement trouvé. Encore une fois, avec un Rainbow Table, dans Rainbow Table, c'est des mots de passe les plus connus, et donc ils ont essayé en brute force, très rapidement, tous les mots de passe ont été trouvés. Et donc ça, c'est l'un des plus gros problèmes qu'ils avaient aussi. Et donc l'idée, hein, c'est pas juste hacher, souvent il va falloir chiffrer. Donc chiffrer, hein, l'idée c'est que c'est réversible, mais du coup avec des clés symétriques, asymétriques, enfin il y a différents types de chiffrement. Et il faut vraiment chiffrer partout. Et pas encore une fois que la base de données. Il va falloir chiffrer les données entre le client et le serveur. Bon, ça on le connaît tous, hein, c'est l'HTTPS par exemple. Mais entre serveur et serveur, entre deux applications dans notre OSI, on doit chiffrer, voire même authentifier. On ne peut pas juste dire c'est bon, vu qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. On va aussi chiffrer le stockage. Si on a un utilisateur qui n'a pas accès aux clés de déchiffrement, bah, ils pourront pas, même si un disque dur vient à leaker, bah, ils ne pourront pas lire le contenu du disque dur. Et donc forcément, derrière, ça veut dire gestionnaire de clés. Soit on utilise celui des cloud providers, ce qui est généralement une bonne idée, hein, parce qu'il y a quand même toute une complexité à gérer ces clés, soit on peut le faire on-premise. Et là, je ne détaille pas, hein, parce qu'il y a tellement de manières de faire. Voilà. Et donc aussi, autre truc, hein, à partir du moment où on commence à parler de clés et de certificats, faire bien attention à tout ce qui est expiration. Voilà, il y a eu d'autres talks hein, où ils parlaient de ça. Hein. Typiquement, si une clé master est expirée, bah, vous n'avez plus accès à rien. Donc même si c'est sécurisé, bah, vous-même, vous ne pourrez pas accéder à vos données. On peut mitiger aussi par différents biais. Typiquement, quand on est sur un cloud provider, il y a la notion de VPC, Virtual Private Cloud. C'est en gros le réseau. Donc l'idée, c'est de commencer aussi à gérer correctement le réseau. Et pas avoir un énorme réseau où il y a tout dessus. L'idée, c'est qu'on va découper. Autre moyen de mitiger une attaque, bah, c'est faire du conteneur aussi. Alors je ne dis pas que ça empêche les attaques, mais ça va ralentir. Typiquement, si votre application est exposée publiquement et qu'on arrive à ouvrir un shell dans le conteneur de votre application, bah, si votre conteneur est configuré correctement, bah, ça va vraiment pourrir la vie de l'attaquant. Voilà, l'idée vraiment de, encore une fois, mitiger et de réduire le périmètre de l'attaque. Il y a aussi pas mal de choses qui, là, par contre, sont vraiment nouvelles dans des cloud providers. La possibilité d'avoir vraiment la connaissance de tout ce qui se passe sur votre cloud. Là, j'en ai cité que 3, hein, donc AWS, Google et Azure. Voilà, après, je pense qu'OVH, etc., il y en a d'autres. Tout ça pour dire que bah, l'idée, c'est d'avoir vraiment l'exhaustivité de ce qui se passe sur votre organisation. Et ça, c'est vraiment important bah, pour, voilà, j'ai eu un problème, et ben, on va regarder ce qui s'est passé. Et d'avoir une trace. C'est surtout très important d'avoir des traces. Et si vraiment on veut aller plus loin, en fait, il y a des services, donc côté cloud provider, qui vont vraiment pouvoir bah, faciliter un peu la prise de décision au niveau par rapport à la sécurité. Et donc vraiment permettre d'itérer, de dire bah, tel pattern, maintenant je ne le veux plus, avoir des analyses clés en main par le cloud provider. On va vraiment avoir des systèmes assez haut niveau pour avoir une posture de sécurité. J'ai mis aussi dans ce slide-là Cloud Custodian, qui est maintenant un projet de la CNCF, si je ne dis pas de bêtises. Le principe de cet outil,
ça va être de dire, bah voilà, j'ai mon projet dans le cloud, et je vais éditer des règles. Par exemple, je refuse que j'ai des buckets en public. Et on peut même décrire une action derrière en disant, si un bucket public est créé, tu le supprimes, tu envoies un email à l'admin et tu envoies un email à l'utilisateur qui l'a créé. Donc on va pouvoir vraiment outiller ça et avoir de la réaction automatique. Donc forcément, ça va être itératif, hein, on va améliorer, on continue nos règles, mais on peut vraiment construire quelque chose d'intéressant grâce à ça. Et c'est très accessible, hein, Cloud Custodian, c'est pas super compliqué à configurer. Donc je vais prendre un deuxième exemple. Donc là, je prends l'exemple de Maria. Maria, c'est une DBA hein, qui est vraiment une experte dans son domaine relationnel. Elle a passé des certifications, elle est reconnue pour ce qu'elle fait. Là-dessus, ça fait très longtemps qu'elle fait ça et vraiment, tout se passe bien. Un jour, une équipe, du coup, a un nouveau projet. Et là, ils disent, bah, nous, pour notre projet, là, on a vraiment besoin de MongoDB. MongoDB, ça va nous permettre de faire du JSON à tous les niveaux, le modèle document nous convient, etc. Maria, bah, du coup, commence à regarder Mongo, elle essaye, elle l'installe, et puis à faire, bah, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Du coup, elle commence à le mettre en place dans les différents environnements. Et puis, du coup, elle dit, bah, go, vous pouvez y aller maintenant, vous avez un MongoDB. Les devs sont contents, Maria, elle est contente parce que du coup, elle a appris des nouvelles choses. Il n'y a pas de problème. L'application est en prod, tout se passe bien, puis au bout de quelques semaines, du coup, bah, il y a des gens qui viennent voir Maria, ils lui demandent bah, c'est quoi la config que tu as utilisée pour Mongo? Bah, c'est le par défaut, enfin, ça marche très bien. Bah, c'est encore une fois un peu romancé, mais c'est ce qui s'est passé pour l'Institut national électoral mexicain en 2016. Donc là, c'est un expert en cybersécurité américain qui a trouvé une instance non protégée de MongoDB. Bon, pour ceux et celles qui connaissent MongoDB, une instance non protégée, ça veut dire une instance sans login et sans mot de passe, et donc accessible à tout le monde. Et du coup, dedans, il y avait les données personnelles de 93 millions d'électeurs mexicains. Donc là, on allait quand même assez loin, on avait l'adresse, les relations entre les gens, leur carte d'identité, etc., etc., etc. Donc vous doutez bien, un truc comme ça qui arrive en France, je pense qu'on ne serait pas très content. Et le problème en plus, hein, quand on n'a pas de gestion de login et de mot de passe sur MongoDB, c'est que tout le monde peut lire, écrire, modifier et effacer. Donc autant vous dire que c'est un petit peu un problème. Donc encore une fois, il y a eu des amendes. Côté américain, par rapport à la réglementation sur la protection des données personnelles. Côté Mexique, qui ont aussi des réglementations, ils ont même des peines de prison prévues par rapport à ça. Et puis bon, bah, les données, hein, objectivement, elles sont plus correctes. Donc l'histoire, hein, c'est que typiquement, l'expert en cybersécurité a essayé de contacter, de savoir d'où ça venait, et puis bon, au bout d'un moment, ils ont réussi à contacter l'Institut national, et ils ont coupé les accès à cette base de données. Donc forcément, bah, c'était pas très malin côté gouvernement. Mais en fait, c'est là le problème aussi, ça a été côté MongoDB. En fait, à cette époque-là, il y a eu plusieurs leaks de données à cause de ce principe de base de données Mongo non sécurisée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a commencé à associer MongoDB à quelque chose de complètement pas sécurisé. Donc là, qu'est-ce qui a manqué? Déjà, la première chose, c'est de se poser la question, est-ce que la configuration par défaut est trop permissive ou non? Alors ça va dans une mouvance hein, où il y a beaucoup d'outils qui vont vous simplifier la vie quand vous commencez. Docker en fait partie, par exemple, MongoDB aussi. Mais l'idée, c'est que, OK, en test, en dev, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez aller plus loin, il faut vraiment commencer à se poser des questions. Aussi, une chose, hein, c'est que j'ai souvent vu l'extrême inverse, c'est dire, en production, la configuration, c'est ça, donc dans tous les autres environnements, c'est la même chose. Bah non. Quand on est en dev, hein, effectivement, ça peut s'entendre, même en sandbox, de ne pas avoir la même configuration de prod. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir vraiment une configuration différente par environnement et qui est vraiment adaptée. Peut-être en prod, on aura toutes les vérifications, voilà, etc. Mais en dev, peut-être qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Encore une fois, il ne faut pas juste faire peser toutes les problématiques de prod en dev. Je pense que vous avez déjà tous entendu, hein, on fait de la banque, donc c'est comme ça qu'on fait la sécurité. Bah ouais, mais sauf qu'en dev, ça reste du dev, quoi. Alors là, c'est un petit peu connexe, hein, c'est pas spécialement MongoDB ici, mais ne jamais activer par défaut des aides au debugging. Donc là, j'ai mis l'exemple de l'URL qui liste les variables d'environnement, que j'ai vraiment vu. Ça, c'est trop facile de dire, non, mais c'est bon, en production, je vais le désactiver. Au bout de 2 versions, il n'y aura plus la configuration, vous oublierez, et puis voilà.
Donc ça, c'est vraiment un principe aussi, c'est même si dans votre code, vous mettez des choses pour vous aider au debugging, il faut que ça soit désactivé par défaut, et que ça soit vraiment activé au besoin. Alors, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, désolé, mais formation. Là, j'ai mis Mongo, j'ai mis des cloud providers, etc. Mais encore une fois, quand on utilise des nouveaux outils, des nouvelles plateformes, il faut se former. On n'a pas besoin d'être un méga expert mondial, etc. non plus, mais au moins d'avoir les principes de base, de comprendre les enjeux et de faire bien attention en fait à voilà, est-ce que la config par défaut c'est suffisant. Alors il y en a plein d'autres dans ce document. Il y a même les années précédentes. Enfin, c'est vraiment, moi ça me fait, vu que c'est un peu le sujet de moment, ça me fait vraiment marrer. Par exemple, Disney+, au moment du lancement de Disney+, ils ont réutilisé la même base d'utilisateurs que celle de Disney, les parcs d'attractions. Sauf que le problème, c'est que cette base de données avait leaké. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la sortie de Disney+, il y a des comptes qui se sont retrouvés tout de suite loqués, parce que c'est automatiquement des comptes qui ont été détournés de leur utilisation et qui étaient revendus après derrière au dark web. Donc en gros, la personne payait un abonnement, mais elle ne pouvait pas y accéder, et en plus c'est quelqu'un qui en profitait. Pas très sérieux non plus. Les Dow Jones, donc qui est plus côté États-Unis, la bourse. Donc en bourse, il y a cette problématique du délai d'initié, et donc on doit avoir des informations par rapport à certaines personnes, donc les personnes politiquement exposées. Donc on a besoin de beaucoup de données, les relations par rapport aux entreprises, etc. Ils avaient juste un Elasticsearch ouvert aux 4 vents avec toutes ces données-là. Je ne sais plus combien il y en avait exactement, mais comme la base Mongo, en fait, le problème majeur de ça, c'est que zéro trace. Ils ne savent pas en fait à quel point ça a été récupéré. Ils n'ont aucune information. Et ça, c'est vraiment limite le plus grave, c'est qu'ils n'en savent rien. Alors le dernier, voilà, Tesla, qui est quand même aussi une boîte pas mal tech. Ils avaient un Kubernetes ouvert au public, mal sécurisé. Des attaquants sont arrivés sur les pods, les conteneurs, sont arrivés sur les nœuds, ont récupéré des credentials, ont récupéré les accès à des buckets, donc à des endroits où on stocke des données, et ils ont récupéré les données télémétriques de prototypes. Donc ça peut être vraiment problématique. Voilà, par exemple, le hacker, en l'occurrence, je n'ai pas l'info de qui l'a fait, mais revendre ça à un concurrent, ça serait parfait. Donc c'est juste pour dire, c'est pas, les grosses boîtes comme ça ne sont pas forcément mieux que la petite boîte, etc. C'est à chaque fois des choses vraiment basiques qui arrivent et qui derrière ont des conséquences qui peuvent être vraiment problématiques. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Le cloud, ce n'est pas un truc qu'il faut vraiment mettre de côté parce qu'il y a des nouveaux problématiques. Non, c'est vraiment, ça offre tellement de nouvelles possibilités qu'il ne faut vraiment pas se fermer à ça. Par contre, effectivement, on ne doit pas y aller les yeux fermés. Il y a énormément de nouveaux enjeux et il faut vraiment les prendre en compte. Si on utilise un service managé, généralement, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Par contre, si on commence à construire toute une organisation dessus, oui, il y a plein de choses à apprendre. Et donc, ça veut dire, derrière, une veille et une formation indispensable. Mais en fait, la question, c'est est-ce que c'est vraiment nouveau, en fait, Si on ne fait pas du cloud, on peut l'appliquer pour tout. Donc, quand on fait quelque chose de nouveau, il faut se former, il faut comprendre ce qu'on fait. Alors après, DevSecOps, c'est peut-être quelque chose que vous dites des fois, c'est pas forcément DevOps, DevSecOps, tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment prendre la sécurité tout au long du dev et de l'ops. La sécurité, c'est pas quelque chose qui doit être là au début ou à la fin. C'est quelque chose qui doit être là en permanence. Et donc ça, c'est vraiment un changement de posture et il faut vraiment l'intégrer pour éviter d'avoir ce genre de surprise derrière. Merci, j'étais un peu rapide, donc il y a du temps pour les questions. Si vous avez des questions, on va faire passer un micro parmi vous. Non. Ah, il y en a une. Là-bas. Où ça ? Bonjour, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Vous n'avez pas évoqué un sujet sur la sécurité à l'intérieur des VPC, par exemple, de tout ce qui est autour d'Istio, les services mesh, etc. Est-ce que vous avez de l'expérience là-dessus ? Mon point de vue, c'est que c'est sans doute encore un niveau supplémentaire, mais qui est un peu complexe à mettre en œuvre. Alors, il y a deux sujets. En fait, le VPC, on va parler vraiment juste du réseau. Là, c'est vraiment la possibilité de faire communiquer les composants entre eux.
Donc ça, déjà, c'est un premier niveau, c'est d'isolation basique. C'est comme si on branchait des câbles, etc. Le service mesh, donc là, on est sur quelque chose de supplémentaire, où là, on va rajouter, par exemple, le chiffrement point à point, la gestion de l'authentification, etc. Donc là, on va vraiment être plus sur ce qu'on appelle le zero trust. Ça va être vraiment, là, toute communication est chiffrée et authentifiée. Et donc, se rajouter ça, effectivement, ça a un coût. Ça va être un coût en performance et ça va être un coût aussi en termes de complexité. Si on veut vraiment être sur une application, quelque chose de très sécurisé, il faut le mettre en place. Si par contre, on y va progressivement, effectivement, un service mesh, ce n'est pas forcément le truc à mettre en premier. D'expérience, je ne sais pas si mes collègues sont là, mais on avait mis Istio un petit peu trop rapidement sur un cluster Kubernetes. On a eu des complexités au premier problème réseau. Mais c'est très intéressant, mais effectivement, ça rajoute pas mal de complexité et aussi un coût en performance. Donc à prendre en compte. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Merci pour la présentation. Est-ce que des fois vous travaillez ou vous conseillez aux clients de prendre des services de sociétés au fait de tests d'intrusion? Des sociétés, pardon? Pour faire des tests d'intrusion. Alors, voilà, du coup, je suis désolé, j'ai de corporate. En fait, à Zenica, on a des gens qui font du pen testing chez nous, en fait. Donc, du coup, quand on conseille d'utiliser notre service à nous. Donc là, désolé. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur des projets sur le cloud qui s'est fait pirater? Je n'attendais pas à cette question. J'ai déjà eu des problèmes, effectivement. Par exemple, des VM qui ont été utilisés pour faire des tests d'intrusion, donc plus comme rebond. Et généralement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, c'est AWS qui nous a prévenus en disant on a désactivé tel VM parce qu'on a vu qu'il y a eu énormément de tests vers une autre infrastructure et donc ils nous ont coupé la VM. Donc ça, c'était assez intéressant. Par contre, ce qu'on a eu quand même assez régulièrement, et là encore une fois, je pense que dans la salle vous êtes pas mal, c'est le coût de l'access token dans du GitHub en public et qui est tout de suite utilisé derrière, quoi. Et ça, j'ai déjà vu que ça a coûté des fois des dizaines de milliers d'euros à cause de ça. Bon, encore une fois, les cloud providers là-dessus, généralement, ils sont assez conciliants. Ils effacent ça nous arrivait plusieurs fois qu'ils effacent l'ardoise en mode bon, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, par exemple, GitHub, mettre en place, quand vous êtes sur GitHub payant, ils ont vraiment un bot qui va détecter pour dire là, dans tel fichier, il y a tel token, il faut absolument tout de suite faire quelque chose. Donc il y a quand même des aides au niveau des providers, même si c'est une action côté utilisateur. Ok, une dernière question. Est-ce qu'une application non sécurisée, protégée par WAF dans le cloud, est-ce qu'elle est quand même protégée? Alors le WAF, ça va permettre de... Donc l'idée, c'est que tu vas éditer des règles au niveau de tes appels, et tu vas dire, voilà, tel paiement, tel pattern, etc., je refuse. Donc ça va sécuriser. Ça reste un firewall, hein. Je n'ai pas dit que le firewall, c'était une mauvaise chose, mais c'est juste que ce n'est pas forcément suffisant. Donc l'intérêt du WAF, c'est vraiment, encore une fois, c'est mettre un firewall devant, se protéger de certains nombres d'attaques. Il y a aussi typiquement des services qui vont te permettre de te protéger d'attaques DDoS. Donc ça, c'est voilà, il y a soit dans les cloud providers, soit j'ai appris récemment, typiquement Cdiscount, un produit qui permet de faire ça. Donc il y a quand même des intérêts à mettre des firewalls devant tes applications, mais c'est juste qu'il faut avoir conscience que ça ne va pas non plus tout prévenir. Si tu rentres par un autre biais, par exemple avec un access token, ton WAF il ne sert plus à rien. Donc c'est ça en fait ce qu'il faut retenir, hein, c'est que le firewall c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est pas suffisant. Bonjour, merci pour le talk. J'ai une question en fait assez basique. Je voudrais savoir s'il y a un moyen simple de savoir ce qui est exposé sur Internet dans le cadre d'un cloud provider. Que ce soit une bucket, que ce soit un load balancer, s'assurer qu'on
on a le parc finalement de notre exposition assez facilement. Est-ce qu'on peut le savoir, ça? Alors, si tu commences, généralement, c'est assez simple parce que tu n'as pas grand-chose. Si par contre, tu commences à avoir une organisation avec beaucoup de choses, des outils comme Cloud Command Security Center va te permettre d'avoir ce genre de choses, de lister en gros qu'est-ce qui est exposé, quel bucket a telle politique de sécurité. Donc on va être sur des outils plus haut niveau. Ça va être ce genre de choses quand tu as vraiment une organisation complexe. Par contre, si tu commences avec le cloud, généralement, c'est le premier truc que tu as fait, il est potentiellement exposé. Il y a aussi un indicateur facile, c'est est-ce que j'ai une IP publique sur Internet ou pas. Encore une fois, c'est assez bête de dire ça, mais on peut très bien créer des ressources dans le cloud provider sans avoir d'IP publique. Et dans ce cas-là, tu n'as pas d'exposition sur Internet. Ça peut être des choses que tu vas mettre au niveau organisationnel. Tu vas dire, je refuse exposition publique de toutes mes VM. Ça va être possible de faire ce genre de choses aussi. Après, des outils tiers, là, je n'ai pas spécialement d'exemple en tête. Mais oui, déjà, avec les cloud providers, tu as quand même déjà pas mal d'infos. Mais là, c'est au niveau organisationnel. C'est un niveau assez élevé. Ok, merci. Pour bien faire, il faut éviter qu'une personne puisse avoir accès à tout. Ouais. Un exploitant, un Ops, il a généralement besoin d'avoir besoin d'accéder à tout pour pouvoir réparer quand il y a un problème qui se produit. Comment est-ce qu'on fait une séparation dans ce cas-là? Alors, ça dépendra vraiment du cloud provider, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé ici. Là, c'est vraiment en fonction de chaque cloud provider, tu vas avoir une organisation différente. Je vais prendre l'exemple de GCP que je connais le mieux. Typiquement, GCP, tu as une notion de projet, et donc tu peux très bien avoir des utilisateurs qui ont accès à certains projets et pas à d'autres. Et donc, même si dans un projet, tu as accès à tout, peut-être si tu n'as pas accès à l'autre projet, par exemple, je sais pas, l'autre pan fonctionnel, tu auras beau faire ce que tu veux dans un pan fonctionnel, tu ne pourras pas accéder à l'autre. Donc ça peut être ce genre de choses. Tu vas avoir en fait souvent un compte qui est vraiment accès à tout au niveau de l'organisation, et celui-là, généralement, il ne faut jamais s'en servir, tout du moins pour faire des dépannages, etc. C'est un peu le principe de je vais sur un serveur, je fais sudo su pour être en route, et puis je fais mon travail. Là, on est route sur un serveur, mais pas sur l'autre. Donc on a quand même en soi une ségrégation, et après, encore une fois, ça dépendra du cloud provider. Là, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, c'est parce que là, vraiment, il y a des cas différents, et en fonction du cloud provider, tu auras des réponses différentes. Mais l'idée, oui, effectivement, c'est de ne pas avoir des comptes que tu utilises au quotidien et qui ont accès à tout. Ou tout du moins, il faut être très rapide pour dire une MFA obligatoire, le mot de passe qui est changé souvent. Enfin, après, il y a d'autres mesures qu'on peut mettre pour prémunir de ce genre de problème. Mais l'idéal, c'est de ne pas avoir accès à tout. Dernière question. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un REX, donc un point positif et un point négatif sur la sécurisation d'un Kubernetes, la mise en place vraiment sur un projet où vous avez déjà une app qui tourne, mais vous voulez migrer tout ça sur un Kubernetes pour plus de simplicité, de maintenabilité, etc. Donc Kubernetes, en fait, pareil, il y a plein de mécanismes différents. On peut vraiment, pareil, ça peut être une présentation à part entière. Généralement, quand on migre sur Kubernetes, on va éviter de rajouter trop de sécurisation tout de suite. Dans Kubernetes, par exemple, on va pouvoir gérer les flux réseau entrant et sortant d'une application. On va pouvoir donner des droits restreints sur l'application. On va pouvoir avoir un ensemble de choses. Donc, si on commence avec Kubernetes et que tout de suite on sécurise un maximum sur Kubernetes, ça va être trop de choses à apprendre tout de suite. Par contre, ce qui est positif avec Kubernetes, c'est que, contrairement à Docker, en fait, on peut très bien donner des droits d'accès en production, par exemple, à des devs, mais sans qu'ils puissent faire tout et n'importe quoi. Typiquement, juste aller voir les logs, juste, je sais pas, lister l'intérieur d'un fichier, etc. On va pouvoir quand même donner des droits, mais sans donner les droits admin. Donc ça peut être intéressant aussi, ça. Mais voilà, après, c'est une réponse ultra générique, en très courte, mais voilà, on peut faire des choses quand même assez intéressantes aussi avec Kubernetes. Et pour compléter, du coup, Kubernetes, quand il est dans un cloud provider, on va pouvoir en plus rajouter IAM dessus et encore gérer d'autres droits, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci tout le monde.